On se retrouve donc avec ma review, peut-être un mot un peu fort, review de SummerSlam 2017. Je dis que c'est un mot un peu fort parce qu'en fait je l'ai regardé en condition live. Pour la première fois je regardé un pay-per-view d'ailleurs live, j'en parlerai de tout ça d'ailleurs. Du fait de regarder des pay-per-view live, l'intérêt que ça a. Et puis je l'ai regardé aussi en français, donc je parle aussi des commentaires en français. Mais voilà, je vais pas faire une review à détailler tous les matchs m'ont pas inspiré non plus, voilà. Donc je donnerai mon avis général. Et puis quelques petits trucs par-ci par-là, dont notamment parler du fait de regarder un pay-per-view en live et les commentaires en français. Mais avant tout ça, je vais répondre aux questions qu'on m'a posées depuis ma dernière vidéo, qui était l'année 94 à WF. Maintenant, j'ai pas eu trop de questions parce que la vidéo date pas d'il y a très longtemps, donc voilà, ça devrait être rapide. Allons-y avec ça. Alors, je commence avec les questions. Je vais commencer avec une question, ou réaction question, de Senaji Nabin, qui me dit: je me souviens que dans ta FAQ, tu considères que la trilogie Shawn Michaels vs Undertaker comme la meilleure de tous les temps. Que penses-tu de la trilogie Shawn Michaels vs Bret Hart, que je pense meilleure? Alors, effectivement, j'ai dit ça, sachant que je considère la trilogie Shawn Michaels Undertaker comme les trois derniers matchs qu'ils ont eu ensemble, enfin l'un contre l'autre uniquement en solo, donc Bad Blood 97, WrestleMania 2009 et WrestleMania 2010. Donc j'ai inclus en fait un match qui est celui du pay-per-view Ground Zero, qui était pas, voilà. Bref. Pour ce qui est de... Et donc voilà, les matchs sont tous à 4,5 et plus, 5 stars pour le Bad Blood, et j'ai pas revu depuis longtemps celui de WrestleMania en 2009, mais ce sera sûrement 4 3/4 ou 5 stars. Pour moi. C'est ma note perso. Pour ce qui est des Shawn Michaels et Undertaker, donc la trilogie c'est Survivor Series 92, WrestleMania 12, Survivor Series 97. Alors d'ailleurs, un premier truc qu'on peut marquer, c'est que la trilogie Bret Hart Shawn Michaels, malgré que ce soit les deux top stars de la décennie 90 pour la WF, en gros, eh ben, ils se sont affrontés 3 fois seulement en one-on-one, et avec quand même un intervalle à chaque fois. Parce qu'entre Survivor Series 92 et WrestleMania 12, il y a quand même pas mal d'années. Il y a combien? Il y a l'équivalent de 2 ans et demi, si je compte bien. Un truc comme ça. Et oui, c'est ça. Ou 3 ans et demi, même si je compte encore mieux. Et pour entre les deux autres, il y a 1 an et demi encore. Donc ça fait quand même du temps à chaque fois. C'est à méditer par rapport à comment ça se passe aujourd'hui. Et en fait, cette trilogie-là, Shawn Michaels Bret Hart, je trouve que le premier match est excellent, sur 692. Le Iron Man match, j'ai mis du temps à l'apprécier parce que je le comprenais pas vraiment. Je l'ai beaucoup plus apprécié quand j'ai vu les promos qu'il y a eu avant et le build-up d'époque. Et maintenant, je le comprends et je l'aime beaucoup, mais pas non plus, voilà, 4 écarts, tout dans le genre. J'en parlerai quand je ferai l'année 96 à la WWF. Et celui de 97, par contre, je le trouve pas terrible. En fait, il est très intense parce qu'il y a une grosse rivalité derrière, legit en plus. Il y a le Screwjob, donc ça laisse un truc marquant. Il y a une ambiance incroyable à Montréal, mais le match, pour moi, c'est un gros brawl sans consistance et c'est pas hyper passionnant. Et le fait que dans une trilogie qui veut se placer comme une des meilleures de tous les temps, il y a un match comme ça qui soit un peu moins bon, et qui va plus être dans du 3,5, 3 3/4 en ce qui me concerne, un truc dans le genre. Forcément ça va être compliqué de rivaliser avec une trilogie, celle Undertaker Shawn Michaels, qui elle est vraiment super tout le long. Voilà pourquoi je pense que Shawn Michaels Undertaker est mieux. Malgré que je sois plus un fan de Bret Hart que de Shawn Michaels ou Undertaker, d'ailleurs. Voilà. Question suivante. Alors c'est pas vraiment une question, c'est une réaction, c'est de SOS Art. Alors SOS Art qui est d'ailleurs une chaîne sur l'art, si ça vous intéresse, donc sur l'art en général, sur on va dire la dimension théorique de l'art, on va dire ça comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, si vous aimez l'art. Et donc lui, il me parle de ce que j'ai dit sur le petit texte de Roland Barthes dans ma dernière vidéo. Alors il dit: comme je te trouve un peu dur avec lui, je vais essayer de le défendre, en parlant de Roland Barthes, et d'apporter quelques précisions, si jamais ça t'intéresse. Désolé par avance pour le pavé qui va suivre. Le pavé qui va suivre, je vais pas vous le lire là, mais je vous invite vraiment chaudement à aller le lire, parce que c'est vachement bien. C'est tellement bien que, en fait, il m'a convaincu que, effectivement, j'étais dur avec lui. Mais c'est vrai que moi j'ai retenu mon sentiment de déception. Je me rappelle plus très bien du texte, que je l'avais lu il y a pas mal d'années maintenant. Mais c'est vrai que ce qu'il dit c'est intéressant, et je me dis que c'est peut-être... Alors c'est ce qu'il dit après à la fin, je vais lire la conclusion qu'il a mis. Il dit: mais bon, passé la déception, je me dis que c'est à nous de poursuivre, de creuser, de compléter ce que Barthes a commencé. Ce que tu fais d'ailleurs ici, notamment quand tu parles du kayfabe, du storytelling, etc. Voilà. Et c'est vrai que je pense que, à travers ce que tu as dit là dans le pavé, que je vous invite à lire, je trouve qu'il y a un côté... un peu, il place une matrice de choses très basiques sur le catch qui sont absolument pas, c'est pas du tout complet ce qu'il dit. C'est pas toujours compatible avec toutes les formes de catch ensuite parce qu'il y a des choses qui sont venues s'ajouter sur cette matrice, mais c'est un peu une base qui reste dans une certaine portion souvent vraie dans le catch, avec quand même des choses inattendues pour lui par rapport à l'époque où il l'a écrit, qui
Voilà. Enfin, de toute façon, ce texte-là, franchement, il faudrait que je le relise pour être honnête avec. Donc, je vais faire confiance à des gens qui ont l'air de mieux le connaître que moi, ce texte. En l'occurrence, c'est SOS Art. Donc, si vous avez des précisions sur le texte et son intérêt, vous lisez le pavé qui est en dessous de la vidéo 1994 à WF que j'ai fait il y a à peu près une semaine. Voilà. Alors, sinon, on me demande aussi à propos de livres, est-ce que tu as lu Confession d'un catcheur de Strangler Joe, publié à peu près à la même époque? Je me dis que ça pourrait t'intéresser. Alors, je n'ai pas lu ce livre et je ne savais pas que ça existait. Je sais pas du tout qui est Strangler Joe ni rien. Donc écoute, si j'y pense, peut-être je l'achèterai ou j'essaierai de le lire. Et merde, ça s'est éteint, ça, voilà. Allez, question suivante de Frédéric Verelst. Il me dit, je suis assez d'accord avec toi sur le titre de Hogan. Alors lui, il parle de Hogan en 93, pour le coup, que je n'aime pas. C'est lui qui le dit, hein, de Hogan. Mais tu ne penses pas que ce titre n'a en fait comme utilité que de donner à Hogan un titre quasi posthume, le 5e, ce qui le rend encore plus grand dans l'histoire. De plus, Hogan, c'est celui qui a fait le body slam à André the Giant, et là, il y a refait le coup sur un mec encore plus massif, en l'occurrence Yokozuna. Ce reste comme un clin d'œil à l'histoire. Et puis, c'est peut-être aussi le moment le plus intéressant de ce WrestleMania qui au final s'avère un show pas top, effectivement, c'est moins qu'on puisse dire. C'est peut-être aussi l'occasion de préparer la transition avec Luger ou un autre lutteur. Mais ce que je comprends pas, moi, cette année-là, c'est l'immense push de Luger qui débouche au final sur rien. C'est pour moi une grosse énigme dans l'histoire de WF. Alors, concernant Hogan, j'en ai parlé un peu dans l'année 93 à WF. Je pense que ça allait mal d'un point de vue business pour la WF, donc ils se pensaient qu'en remettant Hogan champion, ça allait relancer un peu l'affaire. Parce que, voilà, d'une part. Et les plans initiaux, c'était de faire un Hogan Bret Hart à SummerSlam avec Bret Hart qui gagne le titre des mains de Hogan. Donc exactement ce que tu dis, c'est une passation de pouvoir. Le problème, c'est qu'Hogan n'a pas voulu et que c'était de la merde. L'arrivée, tout son run était, pour moi, mauvais. Et néfaste, quelque part. Voilà. Mais voilà. Mais sinon, ce que tu dis est vrai. Hein. C'est vrai que la WF s'est vu... je pense qu'ils se sont aussi dit que ça va lui rendre un petit hommage et le mettre un peu encore plus au-dessus de la mêlée en lui donnant un cinquième titre. Pardon. Bon, posthume, c'était un peu dur, mais je vois ce que tu veux dire. Pour tout ce qu'il a fait pour eux. Quoi. Voilà. Donc oui. Et donc, par rapport à Luger, je pense sincèrement que quand ils ont démarré le push, ils pensaient faire des grands trucs avec Luger. Et malheureusement, non seulement peut-être le push n'a pas pris sur tous les fans, il a peut-être pris que sur les enfants ou les femmes ou je sais pas trop. Peut-être que ça n'a pas marché. Et surtout, peut-être qu'ils se sont rendus compte que Bret Hart, même moins bien traité, toute proportion gardée, mais était toujours beaucoup plus populaire que Luger. Et ensuite, ils ont commencé à parler de la New Generation et tout ça. Ils se sont peut-être dit, Luger, il n'incarne pas le truc New Generation. Il a un style de catch qui rappelle trop le côté années 80, Hogan, le Warrior, machin. Et peut-être qu'après, ils sont partis plein pot dans ce côté New Generation avec Bret Hart, avec Razor Ramon, avec Shawn Michaels ensuite, etc. Avec quand même des profils, tant au niveau personnage que style in ring, peut-être différents. Voilà. Je continue. Allez, avec les questions et réactions de Prince PDC, il y en a plusieurs et c'est souvent matière pour moi à rebondir. Alors allons-y avec la première. Excellente analyse sur l'année 94, merci. Il y a toutefois un événement majeur qui se produit au cours de cette année dont tu ne parles pas, c'est la mutation de la division par équipe. Avant 1994, pratiquement toutes les équipes de WF avaient un nom d'équipe, des costumes similaires et des double team moves. Lorsque des catcheurs solo luttaient dans les tag matchs, c'était uniquement dans le cadre de rivalité, main event de WrestleMania 1, SummerSlam 88, 89, 92, etc., sans concourir dans la division tag à proprement parler. L'une des rares exceptions de l'époque, c'était Colossal Connection, donc c'est André the Giant et Haku. Mais n'empêche qu'ils ont un nom. En 94, on a quantité d'associations de lutteurs solo qui ont des matchs pour le titre. Shawn Michaels et Diesel qui vont même devenir champions. Bret Hart et Owen au début de l'année. Marty Jannetty et Owen Trickett qui vont devenir champions au début de l'année. Crush et Yokozuna qui vont aussi devenir champions, il me semble. Non, ils vont pas devenir champions. Pardon, je dis des conneries. Bam Bam Bigelow et IRS, Bam Bam Bigelow et Tatanka, Owen Trickett et Bob Holly, etc. Alors bon, déjà il y a un tournoi à la fin de l'année pour élire des nouveaux champions par équipe suite au fait que le titre a été mis vacant par Diesel et Shawn Michaels, qui amène aussi beaucoup d'équipes dont tu parles. Donc ça, faut quand même le signaler. Mais enfin, c'est vrai quand même ce que tu dis, c'est que avant, c'était de l'ordre de l'exception. Bon, il y a d'autres exceptions, moi je pense notamment à Rhythm and Blues, c'est Honky Tonk Man et Greg Valentine par exemple, il y en a sûrement d'autres. Mais c'est de l'ordre de l'exception, donc c'est pas non plus pertinent de toutes les préciser. Peut-être qu'à partir de 94, c'est devenu beaucoup moins une exception. Peut-être pas une norme non plus, il y avait peut-être qu'à partir de ce moment-là, il y a toujours eu des mélanges entre des associations de solo. Il y en aura d'autres ensuite, Yokozuna Owen Hart en 95, Razor Ramon ou Trickett toujours en 95, Owen Hart et le Bulldog ensuite, Steve Austin et Shawn Michaels, Steve Austin et Dude Love, etc. Enfin, on pourrait continuer. Puis des Undertaker, Kane, Undertaker Big Show, enfin bon, voilà, on pourrait continuer encore super loin comme ça. Donc c'est vraiment à partir de 94 que c'est devenu peut-être davantage le cas.
Donc ça, effectivement, je ne m'en étais pas rendu compte. Voilà. Après, est-ce que c'est bien ou pas? C'est une autre discussion. Je pense que s'ils avaient gardé beaucoup de monde impliqué, ça aurait été une bonne chose. Malheureusement, assez rapidement, ça va devenir un peu un truc à la marge. Et peut-être que ça va diminuer l'intérêt des équipes à proprement parler, des vraies équipes. Peut-être, dans une certaine mesure. J'en reparlerai peut-être. Peut-être que ça va m'inspirer d'ici là. Je continue. Une autre remarque que je trouve très pertinente. Je trouve que le retour de Jim Neidhart au King of the Ring est plus marquant que celui du Bulldog. Déjà parce que ça faisait plus longtemps qu'il avait quitté le WF. Faire appel à lui comme garde du corps de son ancien partenaire en équipe, alias en l'occurrence Bret Hart, pour le match contre Diesel était pertinent et ça a été une grosse surprise. Enfin, son application dans le show est énorme. Il permet à Bret Hart de conserver le titre en faisant une DQ et permet à Owen de gagner le King of the Ring, de devenir King of the Ring, et il fait un heel turn au passage. C'est quand même énorme. Effectivement, c'est énorme. C'est vrai que j'ai pas pensé à lui pour une raison hyper bête, c'est que j'ai pensé au moment où le mec revenait. Et le moment où il revient, il n'est pas forcément passionnant parce que, en gros, il arrive. Mais si tu regardes, si on considère que le moment sur tour, c'est pas juste ça, mais c'est tout ce qui va se passer ensuite dans la soirée, c'est sûr que c'est plus important que le Bulldog à SummerSlam, c'est même mieux que Undertaker à WrestleMania, à SummerSlam aussi. C'est le retour de l'année. Voilà. Donc, effectivement, on pourrait dire ça. Voilà, je continue. Je vais pas détailler plus loin. Donc, j'aurais pu le mettre. C'est clair. Ça fait beaucoup de gens qui me font changer d'avis dans une même vidéo. Ça va pas. Je vais continuer. La Heenan Family était davantage, là, je vais pas être d'accord avec toi, tu vois. Donc, la Heenan Family était davantage une écurie, comme celle de Jimmy Hart. La $1 Million Corporation n'était pas donc le premier clan de l'histoire de la WWF. Alors non, je considère que la $1 Million Corporation, donc le clan mené par Ted DiBiase, c'est pas vraiment un clan, c'est toujours une stable, dans le sens où il y a le manager qui achète des lutteurs, et ça forme son écurie de lutteurs. Et bon, si vous voulez, les gars comme Bobby Heenan, Jimmy Hart, tout ça, normalement la logique c'est que ils aidaient le lutteur à avoir des matchs pour le titre, à avoir des contrats, ils géraient leur carrière et ils récupéraient un pourcentage. Ted DiBiase, il y a un côté, je t'achète, bon, je claque mes thunes pour me faire plaisir, c'est un petit peu un côté comme ça, donc c'est peut-être pas tout à fait le même curseur que les autres managers avant. Il y avait, t'as cité Jimmy Hart et Bobby Heenan, mais il y avait Harvey Rippleman, il y avait Slick, il y en avait d'autres. Pour moi, Ted DiBiase, c'est à peu près ça. Et à l'époque, il y en avait deux, en fait. Il y avait Ted DiBiase avec sa $1 Million Corporation et Jim Cornette. Peut-être le premier clan, du coup, je viens de réfléchir un peu. Faut peut-être attendre l'espèce de Hart Foundation, le clan avec Bret Hart, Bulldog, Owen Hart, Brian Pillman et Jim Neidhart en 97, pour avoir vraiment un clan à la NWO, Four Horsemen, tout ça, où les lutteurs sont plus ou moins égaux dans le clan, même si forcément il y en a qui sont plus ou moins des stars et d'autres pas dans le clan, mais t'as pas vraiment ce côté manager avec les lutteurs à côté. Voilà. J'ai pas pensé à un clan avant, parce que ouais, le camp Cornette, c'était pas vraiment un clan, et puis bon, après je vois pas, bon, il y a des mini-clans, hein, l'espèce de petit groupe, Shawn Michaels, Diesel et Two Dudes with Attitudes, tout ça, bon, c'est pas vraiment des clans, c'est des équipes au final. Donc voilà. Toujours Prince PDC, considères-tu le match entre Luger et Yoko à WrestleMania 10 comme le pire match pour le titre WWF de l'histoire de WrestleMania? Alors j'y ai réfléchi un petit peu. C'est clairement un des pires, mais je pense que celui que je considère comme le pire, c'est Undertaker Sid de WrestleMania 13. Parce qu'il est plus long, il est en dernier match de la soirée, et il a strictement aucun intérêt, alors que Luger Yoko c'est court, et il y a l'histoire avec Mr. Perfect qui fait à moitié un screwjob que je trouve un peu plus intéressante. Donc voilà, je le trouve peut-être moins pire. Enfin bon, j'ai pas envie de faire des débats trop longs sur le pire, je préfère juger le meilleur. Et enfin, dernière question, j'ai lu que Luger aurait dû gagner le titre à WrestleMania 10, mais que des plans avaient été modifiés au dernier moment car Luger avait lâché l'info à un journaliste. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à y croire, puisque depuis le finish du Rumble, il apparaissait clairement que Bret avait été choisi pour prendre le titre. De plus, je n'imagine pas Bret perdre 2 matchs dans la même soirée. As-tu des infos là-dessus? Alors c'est vrai que je crois que j'ai pas trop détaillé ça dans la vidéo sur 94, mais je crois l'idée, moi, ce que j'ai lu, et ça me paraît plausible, c'est qu'en faisant un draw au Rumble, il n'avait pas besoin de décider qui allait affronter Yokozuna à WrestleMania et qui allait devenir champion. Il pouvait déplacer cette décision à plus tard, remettre cette décision à plus tard. Et en même temps, ils allaient se dire, on va peut-être donner le titre à celui qui va remporter le plus de suffrages à l'applaudimètre lorsqu'on va lever le bras de Bret Hart, puis lever le bras de Luger à la fin de Royal Rumble 94. Et à l'applaudimètre, il se trouve que c'est vrai que c'est Bret Hart qui semble l'emporter. Maintenant, lui, il a fait ce qu'il fallait pour être applaudi en faisant style qu'il a mal à la jambe, et puis Owen vient de faire un turn et machin. Bref. Et c'est vrai que ce que tu dis, voilà, il aurait perdu 2 matchs dans la même soirée, c'est chaud, quoi. Donc, effectivement, moi aussi, je suis sceptique. J'ai pas d'infos dessus, je sais pas le fin mot. Faudrait regarder peut-être une interview ou lire le bouquin de Lex Luger, peut-être qu'il en parle.
Mais de toute façon, le problème, c'est que j'aime bien dans les shoot interviews, moi, ça prendre la shoot interview de quelqu'un d'autre. Pas quelqu'un qui est directement impliqué pour avoir le fin mot. Et là, le problème, c'est que ça implique que Luger est un journaliste, donc on n'a pas vraiment d'infos plus que ça. Voilà. Donc c'est tout pour les questions. Maintenant, je vais parler donc de SummerSlam. Je marque une petite pause histoire de m'organiser, et puis c'est parti. Alors, ce SummerSlam. Alors d'abord, je vais commencer par des choses qui sont peut-être très perso, mais bon, voilà. Je l'ai regardé en live. C'est la première fois que j'ai regardé un pay-per-view de la WWE en live, comme j'ai dit tout à l'heure. Et du coup, pourquoi je regardais jamais en live? Déjà parce que souvent je travaillais le lundi, donc à un moment donné c'est compliqué de regarder ça en pleine nuit le dimanche. J'avais déjà regardé un peu de New Japan en live, parce que l'avantage de New Japan c'est que ça passe le dimanche fin de matinée, midi, plutôt pratique. Mais la WWE non, c'était pas terrible la nuit. Et en fait, je voyais pas plus que ça l'intérêt de regarder en live, parce que je me dis au pire je peux regarder le lendemain matin sans avoir vu de spoiler, je le télécharge, puis je le regarde pendant mon petit déjeuner par exemple, je l'ai fait plein de fois. Et en fait, s'il y a un intérêt quand même de regarder en live, c'est le seul intérêt pour moi, c'est de pouvoir discuter avec d'autres personnes qui le regardent en live, en fait. Un petit peu comme, bon, ça m'est pas souvent arrivé dans ma vie, mais un peu comme si tu avais des potes dans ton salon et que tu peux regarder du catch avec d'autres amis et partager en même temps tes réactions. Ça, c'est quand même vachement bien. Bon, après, le faire sur des forums, c'est compliqué dans le sens où t'as beaucoup de monde et tu peux pas mettre tout ce que tu penses non plus, parce que tu vas faire chier tout le monde et puis t'as peut-être des gens qui mettent n'importe quoi, c'est peut-être un peu lourd. Donc l'idée, c'est d'avoir 2-3 personnes, ou même qu'une personne, avec qui ça peut être suffisamment intéressant de discuter, mais je pense que c'est le seul intérêt. Voilà, c'est cette qui peut pas être reproduit d'aucune autre manière, ou alors faut fixer avec quelqu'un d'autre, on va attendre de se voir pour le regarder ou en même temps ou quelque chose. Donc voilà. Bon, pour moi, c'est le seul intérêt. Et du coup, c'est plutôt plaisant parce que c'est un autre délire. Voilà, ça m'a rappelé des fois où j'avais regardé du catch avec des amis, mais c'était il y a un petit moment. Voilà. L'autre truc dont je voulais parler comme ça en préambule, c'était le fait et du coup, oui, voilà, c'est ça. C'est que moi, je l'ai regardé en streaming et la personne avec qui je parlais le regardait sur AB1. Donc en français, et en fait AB1 diffuse avec 5 minutes de décalage. Donc pour pas être moi décalé, je me suis dit je vais le regarder en français aussi en streaming. Donc je l'ai regardé en français. Et ça faisait très longtemps que j'avais parlé de la WF en français, la WWE en français. Lapsus, forcément, je fais des vidéos sur la WF des années 90, donc voilà. Ça faisait très longtemps que j'avais parlé de ça en français. Et j'avais un mauvais j'avais un a priori négatif sur les commentaires en français. Je pense parce que je les avais vus quasiment toujours à Raw ou SmackDown et que la manière dont ils doublent les promos et tout, c'est quand même compliqué. Mais pour un pay-per-view, j'ai trouvé ça vraiment bien. Et mon a priori était vraiment pas fondé, c'est peut-être même mieux. En fait, j'ai presque passé un meilleur moment vis-à-vis des commentaires, je pense, qu'avec les commentaires américains habituellement, que je trouve très fade. Et puis franchement, la manière dont Michael Cole commente et tout, je trouve que c'est lourd en fait. Et puis ils s'excitent pas sur des trucs qui devraient être excités. J'ai l'impression qu'ils sont tellement préoccupés par rester dans le cadre qu'ils auraient fixé, que quand ils jouent leur réaction alors qu'ils pourraient réagir normalement, et quand ils le jouent pas toujours bien parce qu'ils sont pas non plus toujours très malins. Enfin, c'est un vrai métier, un commentateur, et c'est vachement important, je trouve. Vachement important. Et c'est quand même important. Donc voilà. Vraiment, j'ai que des choses positives à dire sur les commentaires en français de Christophe Ajus et Chéreau. J'ai oublié son prénom. Excusez-moi. Ajus et Chéreau. Voilà. Donc peut-être je referai ça plus tard. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne le pay-per-view. Alors j'ai lu quand même des trucs très négatifs sur le pay-per-view un petit peu sur internet depuis hier. Moi personnellement je l'ai trouvé plutôt pas mal. Bon, l'ensemble se laisse bien regarder avec quelques bons matchs, des mauvais matchs aussi, mais des mauvais matchs qui se sont laissés regarder dans des conditions live. En tout cas, je trouve que ça se laissait regarder. On va dire ça comme ça. Voilà. Peut-être le principal défaut sur lequel je serais d'accord avec des gens, je sais pas si je l'ai lu ceci dit, mais je pense qu'il y a des gens qui l'ont fait, c'est que ça change rien. Dans le sens où ça fait pas un tournant dans l'année de la WWE. C'est-à-dire que tu prends le Raw du lendemain, les choses sont pas tellement différentes par rapport au Raw de la veille, dans l'idée. Et je pense qu'un bon SummerSlam, comme un bon WrestleMania, tout ça, c'est bien que ça marque des changements nets et tout, que ça fait comme un tournant dans l'histoire, ou à défaut, dans l'année de la WWE. Il aurait suffi que Shinsuke Nakamura gagne le titre poids lourd, ça aurait été un événement historique, et on se serait dit, le SummerSlam a fait le taf, en tout cas au niveau importance historique. Et là, il n'y a pas eu ça, finalement, si on réfléchit. Et c'est peut-être un truc qui manque. Mais sinon, voilà, j'ai passé plutôt une soirée relativement agréable sur ce pay-per-view. Alors, pour moi, j'ai repris la carte là.
Il y a eu beaucoup de combats, hein, il y a 13 combats. Sur les 13 combats, non, il y a 11 combats parce que je prends pas en compte le pré-show. Il y en a 13 avec le pré-show. Donc pour moi, il y en a que 11. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, il y en a 10. Pardon, il y a 10 combats, si on regarde le pay-per-view lui-même. J'ai pas regardé le pré-show. Voilà, si les matchs du pré-show sont bons, bah, ils avaient qu'à le mettre dans le pay-per-view. Donc on va pas se faire chier. Donc sur les 10 combats, je considère qu'il y en a 3-4 de vraiment bons, un bon sans plus, et après le reste c'est quand même assez mauvais. Voilà. Dans des proportions différentes. Le meilleur match de la soirée pour moi c'est le main event, donc le 4-way. Un des meilleurs 4-way d'ailleurs de tous les temps, parce que il y avait eu pas mal de bons 3-way, j'en avais parlé dans une vidéo il y a pas très très longtemps, mais des 4-way ça a été beaucoup plus rare. Il y en a sûrement, peut-être que j'ai oublié comme ça, mais des très bons 4-way dans l'histoire il n'y en a pas eu forcément beaucoup. Et ce qui a été très bien dans ce match, c'est que le fait d'avoir eu 4 combattants en même temps, ça garde du rythme et tout ça, c'est toujours pratique. Mais l'action est restée claire et on était basé sur du storytelling. Alors que la tentation, quand on a 4 combattants en même temps, c'est de faire des séquences de spots qu'on peut pas faire avec un contre un. Et tout ça, de faire des situations de match un peu rocambolesques, entre guillemets, mais sans qu'il y ait de fil rouge. Là, il y avait un vrai fil rouge. Hein. Si vous avez vu le match, et je vous invite à le regarder. De toute façon, je vais pas vous raconter le pay-per-view, parce que je vois pas l'intérêt de découvrir ce qui s'est passé en m'écoutant moi. C'est autant le regarder. Hein. Je veux dire, voilà. Voilà, le fil rouge, ça a été quand même plutôt Brock Lesnar et Braun Strowman. Et à ce titre-là, moi, je suis un peu déçu parce que j'étais pour Samoa Joe, hein, spontanément. Alors, j'avais pas regardé la WF depuis Rumble, donc je vais vous dire, j'étais pour Samoa Joe parce que Samoa Joe 2004, hein, je pas du tout pour Samoa Joe actuel. Mais voilà, j'espérais que Samoa Joe gagne, en fait. Je me disais peut-être que c'est possible, après tout. Et bon, j'étais un peu déçu parce qu'il a finalement eu le rôle un peu de la bitch du match, quoi. C'est-à-dire que lui, il s'est tapé pas mal de faux finish où les mecs venaient tirer l'arbitre ou casser le pin. Il a pas eu de gros moments à l'attaque. Et voilà, il n'a pas eu grand chose. Roman Reigns a pris le pin final, donc il a donné son truc, mais il a eu beaucoup plus de moments importants à l'attaque dans le match. Mais clairement, la focalisation était complètement centrée sur Braun Strowman et Brock Lesnar. Je trouve qu'il y a une performance incroyable de Brock Lesnar. La manière dont il vend le moment où il se fait prendre et comment il revient, où il a quand même l'air d'une brute, mais il vend quand même un petit peu pour montrer qu'il se fait affaiblir petit à petit, tout ça. Quand il est évacué, quand il revient, je trouve qu'il se tient les côtes. En fait, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que déjà, on savait pas que s'il allait reprendre le dessus quand il est revenu ou s'il allait se refaire péter, parce qu'après tout, ça aurait été possible. Et je trouve que jusqu'à la fin, il a vendu le fait qu'il avait l'air quand même vulnérable, un peu plus que d'habitude, etc. Et moi, j'ai trouvé ça vachement bien. Je trouve que Brock Lesnar, il vend globalement super bien depuis son retour, ce qui n'était pas quelque chose qui était net chez lui avant, dans son premier run à WWE, hein. Ah, putain, faut que j'arrête de dire WWF, mais forcément, je faisais mes vidéos sur WWF, donc voilà. Dans son premier run de 2002 à 2004, il vendait pas spécialement bien. Là, je trouve que c'est vraiment peut-être son point fort premier. C'est son selling et comment il utilise son charisme et son acting aussi pour focaliser l'intention sur des situations de match. C'est exactement ce que j'aime moi dans le catch. Donc voilà ce que j'ai à dire sur le main event. L'autre bon match de la soirée, c'était le tag match avec donc Cesaro et Sheamus contre Dean Ambrose et Seth Rollins. Super tag match. Peut-être pas un des tout meilleurs tag match de tous les temps non plus, faut peut-être pas exagérer, mais vraiment un bon tag match, notamment parce qu'ils n'ont pas suivi trop le côté grosse domination d'une équipe avec le hot tag grosse domination pendant 5-10 minutes, puis le hot tag et truc. Ça changeait pas mal de côté la domination. Et il y a eu beaucoup de moments où l'implication et la notion d'équipe a semblé être importante. Et puis il y a ce moment avec le ballon de Cesaro, parce que personnellement, le fait d'avoir un ballon qui bat dans le public, moi je trouve ça un peu con. C'est un peu comme les gens qui font une hola quand il y a 0-0 en match de foot. Tu te dis ils n'ont pas autre chose à faire que de faire une hola. C'est quand t'as 3-0, tu dis ok, mais bon, bref. Donc là ils jouent au ballon, les mecs ils ont payé je sais pas combien pour être avec ringside et ils jouent avec un ballon. Bon, très bien. Et donc j'ai trouvé ça super drôle que Cesaro aille péter le ballon, parce que j'ai quand même l'impression quand il a fait ça qu'il s'est pas seulement dit je suis heel, je vais prendre une heel hit en le faisant. Je pense qu'il s'est dit mais ils sont cons de jouer au ballon les gars. Voilà, donc j'ai trouvé ça cool. Bon, ça c'est une anecdote, hein, c'est pas grave. Donc je reviens au match. Je pense que le match aurait pu être bien meilleur si Dean Ambrose avait mieux joué le face en péril sur la dernière partie du match. Parce qu'il l'a fait un peu, mais pareil, pas à fond, quoi. Et que quand il gagne avec Seth Rollins, on ait l'impression plus que Dean Ambrose, lui, il était au bout du rouleau. Parce que le problème, c'est que quand Seth Rollins fait les 2-3 moves à la fin pour le super finish, tout d'un coup, Dean Ambrose, il va mieux et il pète tout le monde et il court partout et claque. Et je trouve que c'est dommage parce que ça peut-être le côté dramatique potentiel du match, il était là. Donc c'est un peu dommage. Ça restait un match super fun, dynamique et tout, bien créatif dans des moves et tout ça. Mais ils auraient pu aller plus loin sur le côté dramatique et émotion.
avec ça. Donc c'est un peu dommage qu'ils aient pas appuyé là, parce que ça aurait pu faire la différence. Donc je mettrais pas une énorme note à ce match, je pense que ça sera un 3-3 quarts, a priori, un truc dans le genre. J'ai pas dit pour le main event, bon, je vais pas mettre des notes à tous les matchs, déjà je les ai vus qu'une fois, et encore une fois en live on est peut-être un peu plus distrait, parce que là tu peux pas mettre pause, donc à un moment donné si tu veux aller te chercher à boire, t'es obligé de couper un bout du match ou quoi. Donc c'est con, non mais à un moment donné mon jugement il est un peu biaisé à cause de ça notamment. Mais voilà, le main event, a priori, ce serait du 4 et quart, et ce match-là, le tag match, ce serait un 3 quart. Et un autre bon match de la soirée, c'était le match entre Kevin Owens et AJ Styles. Alors j'étais voir un peu sur internet, j'étais surpris de voir que les gens avaient pas trop aimé, et surtout que les gens n'ont pas aimé à cause de l'implication de Shane McMahon, parce que personnellement, je trouve que ça c'était un truc positif. J'ai l'impression que s'il n'y avait pas eu Shane McMahon, ils auraient fait un match de plus, avec leur move. Ils se sont déjà affrontés, voilà, on voit bien ce que ça peut donner. Là, l'implication de Shane McMahon, ça donnait un peu quelque chose de spécial au match. Je pense que dans un SummerSlam, t'as pas envie de voir un match de plus, t'as envie de voir des choses spéciales. Soit des affiches inédites ou étonnantes, comme le main event par exemple, ou dans des matchs comme ça, une stipulation ou un petit quelque chose ou un événement qui se passe dans le déroulement du match qui fait que on s'en rappellera, on se dira pas juste, voilà, AJ Styles et Kevin Owens qui ont fait leur move, quoi. Donc là, je trouve que ça a fait ça, sans trop gêner le déroulement du match, qui a quand même été assez fort d'un point de vue work rate, c'est ce qu'on attend de ces deux lutteurs-là, je pense. Et avec ce côté un peu psychologique de dire que Shane, c'est pas un arbitre, donc il se place mal, des fois il fait des conneries, il se prend des coups, il truc. Et les autres, ça les frustre parce qu'ils ont peur d'être le danon de la farce et de se faire screwed, et puis ils ont une occasion de se plaindre, alors ils le font. Ce qui va bien dans le caractère des deux autres lutteurs. Donc je trouvais que c'était bien, ça avait un petit quelque chose de psychologique de plus. Et ça n'a pas été, je trouve, trop abusé. J'avais peur que ça tombe dans un truc genre Shane qui s'énerve, il met une droite à Kevin Owens et boum, fin de match. Bon, ils sont pas tombés trop dans ce truc-là non plus, donc ça c'est resté, je pense, plutôt quelque chose de bénéfique. Voilà, sans plus, mais qui rend le match un peu spécial, on va dire. Sans tirer quoi que ce soit du match d'un point de vue work rate, je pense, vers le bas. C'est le sentiment que j'ai eu. Contrairement, par exemple, je me rappelle d'un match c'était CM Punk et Daniel Bryan, donc c'était au niveau work rate un gros potentiel, et ils avaient fait un match où il y avait AJ Lee en arbitre, et là pour le coup ça avait vraiment descendu la qualité potentielle du match. Voilà, donc c'était pas le cas, je trouve là. Après dans les autres matchs, il y a deux matchs qui m'ont bien plu, mais a priori je suis dans les seuls. Il y a le match entre Naomi et Natalya Neidhart. J'ai trouvé que c'était un bon match, et j'ai même pas envie de dire bon match féminin, parce que ça serait un petit peu sous-entendre que pour un match féminin c'était bien, mais voilà. Alors que non, c'est un bon match tout court, et qui plus est un bon match féminin bien sûr, bien meilleur que l'autre match, beaucoup plus intense. Il n'y a pas eu de grosse phase de domination, donc du coup ça a donné du rythme. Alors que l'autre match, ça a une longue domination sur Sasha Banks qui a l'air de se laisser faire et qui est là, et tout, c'est hyper chiant. Là, il y avait un truc bien. Et puis, il y avait quelques séquences qui étaient assez solides d'un point de vue... ça faisait un peu couillu. Mais à côté de ça, il y a aussi des séquences ratées, notamment vers la fin, une séquence où ils ont voulu enchaîner des soumissions et c'était pas très réussi. Ce qui a quand même plafonné le match, qui fait que c'est pas non plus un top match. Ni rien, je pense que ça restera pas mémorable. L'autre match que j'ai bien aimé, c'est le Big Show Enzo Amore. Et là, je dois dire qu'a priori, je suis le seul. Parce que j'ai lu des gens qui ont trouvé que le match était une purge totale. Je trouve qu'il était bien parce qu'il y avait un storytelling sur la main du Big Show, ça amenait des situations de match, ça donnait un fil rouge, ça donnait du contenu au match. Et moi, c'est ce que j'aime dans le catch. Je préfère un match où le work rate est moins fort, mais au moins je suis captivé par ça. Voilà. Après, j'ai des goûts peut-être un petit peu... Bon, allez, on peut dire ringard ou au moins old school à ce niveau-là. Après, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé aussi le délire un peu cartoon comment il s'appelle l'autre? Putain, j'ai pas vu son nom. Ah oui, non, mais c'est Enzo Amore qui est dans la cage. Je suis con, non, c'est Big Cass. Non, c'est pour ça que je dis n'importe quoi. Vous voyez, je suis pas W actuellement, donc je suis un peu largué. Oui, donc Big Show contre Big Cass et Enzo Amore dans une cage. Et donc le délire cartoon de Enzo Amore qui sort de la cage en mettant de la vaseline, machin. Certains ont dû trouver ça un peu con. Moi, je trouvais que c'était rigolo vite fait. Ça a pas eu. En fait, ça aurait été con si Big Show avait gagné à cause de ça, enfin grâce à ça ou un truc comme ça. Là, c'est juste anecdotique, c'est juste pour le fun. Et encore une fois, c'est SummerSlam, on a envie que les matchs, ils aient tous un petit quelque chose qui fasse qu'on s'en rappelle. Et bon, moi, je me rappelle de ce match pour la blessure de Big Show, pour la manière dont il essaie de s'adapter, etc. On a le sentiment qu'il est plus fort que Big Cass, mais que blessé à la main, il est vulnérable et donc il a perdu. Et puis voilà, petite anecdote, tout ça faisait le taf en match de mid-card. En tout cas, beaucoup mieux que, mettons, Finn Balor, Bray Wyatt, que je trouvais juste
blanc, quoi. C'est le truc, c'est comme si je l'avais pas vu le match. Mais alors, le problème de ce match-là, qui est un Finn Balor Bray Wyatt, je trouve, c'est que pour moi, Bray Wyatt, c'est un brawler. Et un brawler, ça a quelque chose qui fait très spontané, très organique dans la façon de lutter, c'est-à-dire, il a un peu mal, mais il peut donner des coups quand même. Je sais pas, il contre un peu à l'arrache, il esquive comme il peut, il fait ce qu'il peut, quoi. Et Finn Balor, je trouve que c'est très chorégraphié. Même sa façon de courir, ça fait bien en ligne, il fait son move, clac, tac. Ça fait très préparé, et du coup, j'ai jamais l'impression qu'il se bat, j'ai jamais l'impression que c'est spontané, j'ai toujours l'impression qu'il exécute des trucs qu'il a répété. Et cette impression-là, j'aime pas l'avoir en match, juste ça casse le côté combat. Après, ça peut donner des belles pirouettes, hein, entre guillemets, c'est toujours rigolo à regarder dans un spot fest. Mais dans un match avec un brawler, je trouve que ça matche pas. Et donc, j'ai pas aimé ce match, qui en plus, de toute façon, n'a jamais su développer un dramatique que ce soit. Finn Balor, en plus, incarne très très mal sa gimmick, ou alors il a pas de gimmick, je sais pas, c'est l'un ou l'autre, de toute façon. Donc j'ai pas aimé ce match-là pour ça. Bon, Sasha Banks, Alexa Bliss, j'ai expliqué pourquoi j'ai pas aimé l'espèce de longue domination indigeste qui est le cœur du match. Bon, John Cena, Baron Corbin, j'ai pas besoin d'en parler. Et alors le choix de la remis en opener, c'est complètement absurde, puisque c'est le match le moins motivant de la soirée qui est en opener. J'étais très déçu évidemment que Rusev Anderton n'ait pas lieu, parce que c'est un match qui était assez prometteur sur le papier. Et Jinder Mahal, Shinsuke, alors là par contre c'est le clou sur le gâteau, là c'est pour moi, c'est le match le plus décevant de la soirée parce que c'est un main event, c'est un match pour un titre. Non seulement le déroulement du match c'est pas intéressant, mais en plus la fin de match elle est hyper abrupte. J'ai l'impression que tout le monde se disait, ouais, de toute façon ce pin là c'est pas la fin. Et quand ils voient, ah, c'est la fin. Et les gens, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé des têtes de gens qui étaient choqués, pas choqués que Shinsuke perde ou quoi. Je pense choqués que c'est le pin final, tu vois. Ah, c'est pourri. Tu vois, et voilà, je trouve que le match, il y a rien du tout. Et bon, j'ai pas envie de jeter uniquement la pierre à Jinder Mahal, qui est certes pas très bon. En fait, moi, c'est presque la première fois que je le vois, parce qu'au final, je l'avais vu dans le clan 3MB, mais bon, on s'en fout. Donc oui, il a pas l'air très très bon dans son rôle actuel. Bon, il incarne peut-être bien sa gimmick, c'est pas le problème, mais dans le ring, voilà. Et mais j'ai envie de jeter aussi la pierre à Shinsuke Nakamura, que je trouve fait ses moves, mais je trouve qu'il n'arrive pas à en sortir, pas du tout de la même manière que Finn Balor, mais à en faire plus aussi. Ça reste des suites de moves, je sais pas. Bon, après, il est peut-être pas aidé, il faudrait le voir dans un match avec un gars avec qui il s'entendrait bien. J'aimerais bien le voir contre Samoa Joe, Brock Lesnar, ou quelqu'un comme ça, voilà. Là, ça pourrait être peut-être marrant. Voilà, qu'il aille un peu dans le shoot style, un petit peu sur les bords, tout ça serait pour être cool. Voilà. Donc voilà un peu mon sentiment, je crois que j'ai un peu abordé tous les matchs. Attendez, je regarde vite fait. Oui. Voilà, j'ai abordé tous les matchs. Ça fait pas un pay-per-view extraordinaire. Disons que pour un SummerSlam, c'est peut-être un peu limite, parce que SummerSlam, on en attend plus qu'un pay-per-view autre dans l'année. Maintenant, on a vu bien pire dans l'histoire des SummerSlam, vraiment bien pire. Un SummerSlam où il y a 2 matchs à 3 quarts plus, c'est forcément pas un mauvais SummerSlam totalement, parce qu'il y en a eu où il y avait rien. Voilà. Et puis petite anecdote, je viens d'y penser comme ça, spontanément. Il y avait eu un SummerSlam en 2000 où un lutteur s'est fait évacuer sur une civière et est revenu dans le match, mais c'était pas scripté, c'était Kurt Angle, il s'est pris un pedigree et il s'est retrouvé KO par Triple H, legit. Il a été évacué et il est revenu dans le match. Donc si vous voulez voir un match où il y a un imprévu dans le registre un petit peu de ce qu'on avait avec Brock Lesnar, mais qui était cette fois-ci prévu, eh bien vous pouvez voir le main event de SummerSlam 2000, qui est un match plutôt sympa, c'est The Rock, Triple H et Kurt Angle en 3-way, mais en fait Kurt Angle et Triple H commencent uniquement en one-on-one, parce que The Rock met le temps d'arriver, on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Voilà, bon je vais finir là-dessus, et puis si vous avez des réactions, des questions ou quoi que ce soit, eh bien allez-y, j'y répondrai en début de la prochaine vidéo, qui sera très probablement, à part si tout d'un coup je change d'avis, l'année 1980 dans la lutte US dans son ensemble dans les territoires NWA. Donc voilà, pour la prochaine vidéo. À la prochaine. Bye.